Bonjour et bienvenue dans l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Aujourd'hui, nous parlerons du dénigrement dans la conversation, de jugement versus simple constat, d'intelligence émotionnelle et relationnelle et d'une légitime défense dans la conversation. Autrement dit, aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure. Dans la précédente émission, nous parlions justement de l'art de la conversation. Le fait est que cet art est large et fascinant, mais une des bases fondamentales de celui-ci est l'élégance de ne pas dénigrer les autres. Et cette facette de l'art de la conversation est bien trop controversée. Voyez plutôt, nous nous forçons à ne pas critiquer les autres, mais nous sommes quand même face à des gens qui critiquent. Ou alors, on a l'impression que critiquer intéresse plus les autres qu'un sujet classique de conversation. On nous demande notre avis, mais on ne sait pas quoi répondre. Ou alors parfois, on nous force à nous mettre dans un camp et on est mal à l'aise. Parfois, on se sent justicier dans l'âme et on défend avec véhémence les absents, envahis par un sentiment d'injustice, mais on se rend bien compte que ça ne plaît pas beaucoup et finalement on nous met de côté. Et ce, à juste titre, puisqu'on est insupportable. Ensuite, c'est nous qui sommes critiqués. Mais bien que l'on ait défendu les autres, il n'y a personne pour nous défendre, nous. On craque. On finit par critiquer, et en fait, ça nous fait du bien. Donc nous laissons tomber ce précepte de ne pas critiquer, et finalement, tout ça n'aura servi à rien. Aujourd'hui, nous allons explorer tout ceci grâce au prisme de l'élégance, et l'équation du jour est la suivante. Comment développer son discernement sur la médisance au point de devenir exact et juste dans toutes ces conversations, tout en étant émotionnellement agile si l'envie venait aux autres de nous taquiner ou même de nous blesser. À votre avis, pourquoi le sujet de la critique est aussi controversé ? Parce que le français est un susceptible personnage, me répondez-vous. Et je vous dirai que vous avez totalement raison. Mais pas que. La critique est un sujet controversé pour la simple et bonne raison que les gens ne savent pas critiquer. Ils ne savent pas critiquer correctement, en fait. Il y a de gros amalgames. Des amalgames entre constat et jugement. Et les gens aiment en jouer. Ils se plaisent à rabaisser, à rapetisser les autres sous couvert de simples constats. Mais comme nous sommes élégants, nous voulons être élégants, nous voulons de la profondeur. Alors nous allons chercher tout ça aujourd'hui. Nous allons comprendre. Et je me désole d'avance pour les gens qui vous mettez mal à l'aise par rapport à la critique jusque maintenant. Je me plais à croire que cette époque sera révolue à la fin de cette émission. Je ferai tout pour, en tout cas. Un individu élégant ne se laisse pas aller à la médisance dans la conversation. Je ne vous apprends rien en disant cela. Mais cela signifie-t-il qu'il faille tout voir en rose avec des papillons aux ailes pailletées ? Non, mes bons amis. Personne n'a dit ça. Le fait est que certains esprits sont beaucoup portés vers la critique. C'est un fait. Et ce n'est pas nécessairement mauvais. Sans esprit critique, nous n'aurions pas de discernement, n'est-ce pas ? Et sans discernement, on ne va pas bien loin dans la vie. Le fait est qu'un individu élégant ne se laisse pas aller à la médisance, à savoir au dénigrement. Dénigrer quelqu'un, c'est le rabaisser. Et il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est qu'une des règles de l'art de l'élégance et de la bonne compagnie est la suivante. C'est ne pas paraître s'apercevoir des côtés faibles des gens qu'on fréquente, ne pas en parler. Cette règle est intériorisée par nous tous la plupart du temps, et déroger à cette règle met les gens mal à l'aise. Et comme elle est intériorisée, et quand on est mal à l'aise, on ne sait pas pourquoi. Mais la réponse est ici. Dans une conversation, il est de bon ton de ne pas paraître s'apercevoir des côtés faibles ou des petits défauts de la personne. C'est pour cela qu'on arrondit les angles, c'est pour cela qu'on essaie de rassurer l'autre de manière intuitive. Attention, on ne parle pas d'hypocrisie ni de déni, on parle de douceur, de tact et de bonne compagnie. Le fait est que personne n'est parfait, que tout le monde a des défauts et des imperfections, mais entre nous, on peut bien faire l'effort de ménager un peu l'autre. Pourquoi s'attarder sur ces choses-là ? Nous ne savons pas à quel point l'autre est complexé, ou pas d'ailleurs. En tout cas, le message en dessous de tout ça, c'est « je t'apprécie malgré tes imperfections ». Nous sommes toujours en fait dans le « mettre à l'aise l'autre ». On voit très bien qu'il a des défauts. Nous ne sommes pas stupides, mais nous faisons le choix de le préserver, de le protéger. Et cette règle est valable pour beaucoup de choses, physiques ou comportementales. Si la personne, par exemple, a une acné disgracieuse, on ne va pas lui dire. On va encore moins fixer les endroits de son visage qui en sont pourvus. Vous voyez ?
Ou si la personne a des cicatrices ou une dent cassée, il est de bon ton de ne pas lui poser de questions dessus, à moins que vous soyez proche, évidemment. Et quand il s'agit d'une maladresse, il est de bon ton de lui indiquer discrètement, et pas devant tout le monde, une fois de plus pour le préserver. Par exemple, si la personne a une trace de chocolat sur le visage et qu'elle a mis son t-shirt à l'envers, par exemple, vous pouvez évidemment lui dire, mais dites-lui discrètement, n'allez pas l'étaler devant les autres, vous comprenez ? Et aussi, pour tout ce qui concerne le comportement, c'est un peu plus délicat, mais c'est tout à fait jouable. Le fait est que si le mauvais comportement ne vient pas d'un enfant à votre charge, j'insiste, nous ne sommes pas en droit de le rabrouer. Une personne adulte est un adulte et il est responsable de son comportement. Vous n'êtes pas en droit de le rabrouer. Ce n'est pas tant que vous n'êtes pas en droit, c'est plutôt que vous n'en êtes pas responsable. C'est plutôt dans ce sens-là, vous voyez ? Si son comportement est un peu malaisant, faites l'impasse dessus, à moins que vous sentiez qu'il se grille très fort devant les autres. Et c'est ici qu'il y a souvent un amalgame. Et on va résoudre cela. Vous êtes élégant, vous êtes bienveillant, vous êtes conscient et intelligent. Oui, je vous tiens en haute considération, vous le savez. Donc vous qui êtes comme ça, qui êtes lucide, vous savez si la personne a de la profondeur ou pas et vous savez tout à fait pardonner les maladresses. Si c'est contre vous, premièrement, ça ne vous atteint pas, parce que vous savez que c'est une maladresse. Et deuxièmement, si ce n'est pas contre vous, vous savez que vous n'êtes pas responsable et ce n'est pas très grave. En revanche, si la maladresse va griller la personne qui l'a fait, auprès de beaucoup d'autres personnes, ici vous pouvez intervenir. Vous pouvez dire discrètement à la personne « Attention, tu risques de te griller ». Mais, par pitié, prudence. Premièrement, vous le faites avec quelqu'un que vous appréciez. Deuxièmement, vous le faites discrètement, jamais devant les autres. Et troisièmement, ceci est dans le but de protéger l'autre et uniquement de le protéger. Ce n'est pas un ego mal placé qui prétend savoir mieux que les autres comment ils doivent agir. Vous voyez ? Ici, vous êtes tout à fait lucide dans la situation et avez une vue d'ensemble. La personne risque d'amoindrir sa réputation et vous n'êtes pas un sauveur. Ce n'est pas la démarche. Vous voulez juste prendre soin de lui. Vous comprenez ? Ces 3 points sont cruciaux. J'insiste parce que pour en arriver là, il faut être sûr d'avoir un très bon jugement et un très bon discernement. Vous n'êtes pas responsable des autres. Vous n'êtes pas un sauveur. Et si vous vous permettez d'intervenir dans la vie de quelqu'un, c'est pour le protéger de quelque chose que vous jugez. Donc attention. Attention. Un individu élégant n'intervient pas dans la vie des autres de façon frénétique et constante. Il sait que chacun est responsable de ses comportements. C'est très important. Si vous intervenez, c'est que vous sentez une urgence. Et j'en appelle à votre bon jugement, s'il vous plaît. Je n'en parle pas souvent, mais développer son discernement, ses capacités d'analyse et ses compétences psychosociales, tout ce que l'on essaie de faire dans mes émissions, implique une haute responsabilité. Nous avons un devoir de discrétion. Nous ne sommes pas des sauveurs. Et parfois, et même souvent, nous allons être témoins de situations ridicules. Il faut avoir l'intelligence et la présence d'esprit de ne pas intervenir constamment. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre place. Ça, c'est une responsabilité que doivent endosser les gens qui deviennent un peu plus lucides sur les situations. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur le principe, vous faites bien comme vous voulez. De fait, ce n'est pas à moi de vous dicter ce que vous devez faire. Mais pour le coup, j'essaye de prendre soin de vous. Et vous le constaterez par vous-même de toute façon. Quelqu'un qui a des capacités d'analyse et un discernement un peu plus élevé que la moyenne et qui essaie d'imposer son point de vue pour résoudre des situations, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que les autres n'envisagent pas la réponse telle que vous la voyez vous, en fait. Et dans ces cas-là, il y a 2 choses à respecter impérativement. Premièrement, ne donnez pas votre avis si on ne vous l'a pas demandé. Et deuxièmement, n'intervenez qu'en cas de réelle urgence envers les gens que vous appréciez. Vous savez, quelqu'un qui se développe beaucoup, et c'est tout ce que je vous souhaite sincèrement, ce n'est pas tout le temps pour le meilleur. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous n'aurez pas moins de problèmes si vous vous développez. Vous en aurez juste d'autres. C'est ça la réalité. Imaginez-vous voir des choses, savoir ce qui serait bon de faire pour les résoudre, mais en fait, ce n'est pas votre rôle de le faire. Vous êtes impuissant. C'est comme ça. Et il faut l'accepter et c'est dur. Et puis de toute façon, il ne faut pas se mettre en place en position haute. Il ne faut pas prendre ce postulat de hauteur. Parce que finalement, dans le fond, on n'est pas à la place des autres. Donc on n'a pas... Oui, peut-être qu'on a développé nos capacités psychosociales, évidemment. Mais
On n'est pas à la place des autres, on n'est pas dans leur basket et c'est pas notre chemin de vie et on n'a pas à intervenir. Point barre. Et de toute façon, on n'a pas tous les éléments. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas le droit de prendre ce postulat au-dessus. C'est pas parce qu'on a fait un travail sur nous-mêmes qu'on est mieux que les autres. Jamais. Ça n'existe pas. On est juste différent, c'est tout. Et au plus on sera différent, au plus on verra les situations différemment. Et même si on pense avoir la solution, attention, attention, attention. Vraiment. Donc, 2 solutions. Vous lâchez prise et tout se passe bien, ou vous ne lâchez pas prise et vous devenez fou. En tout cas, en colère et amer, ça c'est certain. Parfois, on aurait préféré ne pas se développer ou ne pas faire ce travail pour moins souffrir, entre guillemets. Sachez-le. Mais le bon côté des choses, c'est que nous sommes élégants. Nous voulons donc le meilleur et cela nous force à lâcher prise. Cela nous force à lâcher prise. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Mais vous avez tout à fait compris ce que je veux dire. Donc ici, vraiment, il n'y a aucune posture de condescendance, aucune. Vous développez vos capacités, donc forcément, vous allez voir les choses différemment. Oui, il est possible que vous ayez la réponse à cette situation. C'est possible, mais vous n'en serez jamais certain. Toujours restez humble. Même si tous les facteurs vont dans le sens de votre présence d'esprit, le fait est que vous ne saurez jamais tout. Jamais. Parce que vous n'êtes pas à la place des autres, comme je vous le disais. La meilleure posture mentale à avoir dans ces cas-là, et pour lâcher prise aussi, c'est la suivante. Quand vous vous trouvez devant une situation que vous pensez comprendre, que vous pensez pouvoir résoudre, mais dans laquelle vous n'avez pas à vous impliquer, il faut que vous vous disiez « Ok, je vois ce qui se passe, je comprends de quoi il en retourne, mais on ne m'a rien demandé, ce ne sont pas mes affaires, et même si je pense comprendre, je n'ai pas toutes les clés. Et cette personne doit grandir toute seule. C'est son chemin de vie, pas le mien. » Voilà, j'espère que le message est passé. Alors, maintenant que nous avons vu qu'il était de bon ton de ne pas paraître s'apercevoir des côtés faibles des gens qu'on fréquente, nous allons passer au 2e point. Parce que oui, ce n'était que le premier. Nous allons donc parler des réelles médisances, des médisants, de ces petits trolls qui pullulent dans notre société, de ceux dont la vulgarité d'esprit est réelle. Comment reconnaît-on une réelle médisance ? Eh bien, tout simplement parce que ça ne porte jamais sur des choses sérieuses. Et donc, on comprend la bassesse de ce procédé, de ce dénigrement. Et ce n'est pas que dans le dos de quelqu'un. Quand quelqu'un de pas très proche vous dit « Ah, tu devrais pas mettre ce vêtement, ça te met pas en valeur. » Ou alors « Oh, tu t'es maquillée comme ça aujourd'hui, ah, ça te va pas franchement. Hein. Bon, tu vois ce que je veux dire, hein, je suis sincère, hein, mais ça te va pas vraiment. » Ou alors « Oh, tu devrais tailler ta barbe plutôt comme ça, hein, parce que là, vraiment, ça pourrait être mieux. » Vous voyez tout ça, là. Surtout quand vous ne leur avez rien demandé. Eh bien maintenant, vous savez que ça déroge complètement à la règle de bonne compagnie de ne pas paraître s'apercevoir des côtés faibles des gens qu'on fréquente. Et c'est du dénigrement, bien entendu. Parce que pour le coup, que ce soit votre maquillage, vos vêtements ou votre barbe, qui est cette personne pour juger si c'est un côté faible chez vous ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et non, ce n'est pas de la franchise. Non, ce n'est pas de la bienveillance ou de la sincérité. Oui, c'est un jugement et oui, c'est un dénigrement. Un dénigrement, le fait de rabaisser quelqu'un, a pour but de remettre la personne en dessous de soi, pour ne pas, surtout pas, que la personne dénigrée ne dépasse celui qui dénigre. La personne qui dénigre a cette espèce de complexe, de frustration envers l'autre. C'est une menace. Sinon, pourquoi le dénigrer, franchement ? Ici, on comprend pourquoi, parfois, on a pu ressentir ce besoin de dénigrer quelqu'un. Pourquoi c'était plus fort que soi ? Parce qu'en fait, ça touche à notre sécurité. On sent l'autre comme une menace. Et ne vous arrêtez pas à 1 ou 2 domaines, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être évidemment la beauté physique, la réussite professionnelle, ça peut être aussi ce qu'on appelle la tchatch, ça peut être la fortune, les amis, les amours, la famille, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ne vous arrêtez pas non plus à cette banale jalousie. Ce n'est pas que ça, se sentir menacé. Ce n'est pas que d'être jaloux d'un aspect ou d'un autre. C'est peut-être, c'est peut-être la peur d'être aussi moins aimé que l'autre. Une peur que l'autre prenne notre place, etc., etc. Et ça peut être inconscient, mais pas que.
Parfois, le dénigrement aussi, ça c'est un autre aspect du dénigrement, n'a rien contre la personne en question, mais a juste pour but d'être mordant et donc d'amuser l'auditoire. Mais ce genre de pratique fait des victimes collatérales, c'est injuste, évidemment. D'autant plus que dans une société où ce genre de propos mordant est accueilli et applaudi. Nos humoristes, par exemple. Mais nos humoristes ont la présence d'esprit de rire des généralités et pas de viser quelqu'un en particulier. Bon, à part Redouane Bougueraba. Mais lui, c'est une autre histoire. Son public vient le voir pour se faire lyncher. Donc c'est un cas à part. D'ailleurs, c'est là-dessus que les humoristes se basent. C'est en prenant le contre-pied de notre règle de ne pas paraître s'apercevoir des côtés faibles de ceux qu'on fréquente. Mais c'est bien joué, c'est fair play. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est du divertissement, c'est du spectacle. Vous comprenez ? Si on n'a pas envie d'aller les voir, on n'y va pas. Mais quand on est dans une conversation de la vie de tous les jours, ce n'est pas du spectacle. Les gens ne viennent pas ils viennent pas nous voir pour se divertir, pour se marrer. Passer un bon moment, oui, rire évidemment, mais pas aux dépens des autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? On peut se régaler d'un délicieux moment avec quelqu'un qui a beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit, sans léser qui que ce soit. Un peu de bon sens, vous voyez ? Donc, avant tout ça, comprenez que dans le fond, l'individu élégant que nous sommes sait ce qu'il vaut et sait où il va. Et s'il sait ce qu'il vaut, il ne se sent pas menacé. Parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas quelqu'un au-dessus des autres, mais que des humains qui jouent au jeu de la société, finalement. Et quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui ne se sent pas menacé, ne ressent pas le besoin de dénigrer. Et le fait que ce soit plus fort que lui ne lui arrive plus, de fait. Parce qu'il n'en ressent même pas le besoin. Vous comprenez comment se boucle la boucle ? C'est vraiment, c'est plus profond que se bloquer, que s'interdire de critiquer. Vous voyez, c'est plus profond que ça, on n'en ressent même plus le besoin, en fait. On ne le fait pas parce qu'il est bon ton de ne pas le faire, parce que c'est du savoir-vivre. Alors déjà, c'est du savoir-vivre, mais surtout, on ne ressent pas le besoin, en fait. On n'a pas besoin de dénigrer les autres. Quel intérêt ? Alors oui, parfois, vous allez vous retrouver dans des groupes où tout le monde dénigre et c'est le centre de la conversation. Mais comme on disait dans la précédente émission, rien ne vous empêche de garder le silence et de rappeler tout de même les mérites de ceux que l'on dénigre avec tact et douceur, sans en faire tout un brownie au chocolat. Vous voyez ce que je veux dire ? Autre cas de figure, la personne dénigrée est une totale ennemie du groupe avec laquelle vous discutez. Vous l'avez remarqué. Et de la défendre vous mettrez dans l'embarras. Dans ce cas-là, juste silence. Vous ne la défendez pas, donc vous ne vous mettez pas en porte-à-faux vis-à-vis de votre groupe, et vous ne la dénigrez pas non plus, parce que vous n'en ressentez pas le besoin, en fait. Et si vous arrivez à rediriger la conversation habilement et subtilement sur quelque chose de plus constructif, alors là, vous avez tout gagné. Et vous aurez encore plus tout gagné si personne ne s'en aperçoit. Ça, c'est d'une élégance culte. Vous comprenez un peu l'état d'esprit ? La psychologie humaine ? Nous reviendrons tout à l'heure sur la réaction élégante à avoir en cas de dénigrement frontal et subtil, comme on a vu tout à l'heure. Vous savez, les « oh, ce maquillage te va pas bien » ou « oh, ta barbe gagnerait à être taillée de cette façon », blablabla. Et nous verrons la réaction adaptée en lieu et place de l'irrésistible « et va mourir, s'il te plaît ». Mais pour le moment, développons nos capacités d'analyse. Si vous voulez, tout dépend d'où on se place. Qui dénigre ? Êtes-vous en face d'une personne jalouse ? Êtes-vous en face d'une personne qui veut juste briller en société ? Êtes-vous dans un groupe entraîné par l'effet de groupe soucieux d'avoir une conversation piquante ? Ou alors êtes-vous dans un groupe engagé qui est un véritable ennemi ? Vous devez discerner à quel niveau de conversation vous êtes. Ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez adapter votre comportement. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez adapter votre comportement tout en élégance, en ne dénigrant pas tout en défendant les absents, ou tout en restant silencieux, ou tout en réorientant subtilement la conversation, etc., etc. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de faire attention quand vous voyez, quand vous savez. Parce que, par exemple, si vous décelez que vous êtes devant quelqu'un de jaloux, vous l'avez compris, vous comprenez que la personne est frustrée par l'attribut de quelqu'un d'autre, par exemple, eh bien, vous n'allez pas lui dire qu'elle est jalouse. Il n'a rien de pire que ça. Et vous allez vous faire un ennemi. Au mieux, quelqu'un qui ne voudra plus vous parler. Et ce serait un cruel manque de tact et une cruelle maladresse que de vouloir lui claquer ça en plein minois. S'il y a bien une chose que nous, les humains, détestons, c'est d'être complètement mis à nu
au grand jour. Ce n'est pas par manque de transparence, mais plutôt par pudeur. En plus, on aime bien avoir notre petit jardin secret, on en a besoin, vous voyez ? Et si la personne devant vous est jalouse d'une autre, et même si c'est inconscient, laissez-la s'en rendre compte par elle-même. Elle n'a pas besoin de vous, elle ne vous a pas demandé votre avis là-dessus, vous voyez ? Si vous conversez avec elle, c'est que vous avez de la considération pour elle. Et avoir de la considération pour quelqu'un, c'est ne pas paraître s'apercevoir des côtés faibles des gens qu'on fréquente. Vous voyez, tout est lié. Il est de bon ton de dire certaines choses, mais la plupart du temps, il est de bon ton de ne rien dire du tout. Oui, vous avez décelé des choses, oui, cela vous confère un pouvoir. Vous pouvez tenter de la blesser, tenter de la rassurer, tenter de la conforter dans sa sottise, ou tenter d'être élégant et de comprendre que ce ne sont pas vos affaires, ou que ce sont vos affaires seulement si on vous demande votre avis. Et encore, prudence. Certains ne demandent votre avis que pour se conforter et non pour avoir votre avis. Prudence, discernement, bon jugement. Bien entendu, parfois il m'arrive personnellement d'être devant quelqu'un d'insupportable, et ce, pendant longtemps. Bien entendu, j'ai très envie de lui donner une grosse claque avec ma main de fer, mais jamais sans mon gant de velours. Donc oui, quand ça va trop loin, il m'arrive de clasher, parce que la personne a dépassé les limites de ma patience. Et donc parfois ça fait du bien. Évidemment que ça arrive, mais ça ne m'empêche pas d'avoir de la patience et du tact dans la grande majorité de mes actions. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, cette élégance dont je parle, ce n'est pas tant des règles, comme on dit souvent. Ce ne sont pas des règles, ce sont des repères. C'est un état d'esprit. Quelqu'un qui ne se sent pas menacé ne ressent pas le besoin de dénigrer. Quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de briller, de chercher l'admiration constamment, ne ressent pas le besoin de dénigrer. Quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et où il va, ne ressent pas le besoin d'intervenir dans la vie des autres, donc ni de les conseiller sans lui avoir rien demandé, mais aussi il ne cherche pas à miner la réputation des autres en colportant des rumeurs. Quelqu'un d'intelligent et d'élégant comprend les dynamiques de groupe et comprend quand le dénigrement général a pour but de générer de la haine ou simplement d'avoir un sujet de conversation. Ça peut être aussi bête que ça. Quelqu'un d'intelligent et d'élégant connaît la propension humaine à parler des autres. Il sait que les gens ne rapportent pas les faits exactement, mais qu'ils ont tendance à grossir les traits pour X ou Y raison d'ailleurs. On le sait, on le voit, mais on ne le fait pas remarquer s'il n'y a pas d'urgence. Vous voyez ? Le message que je cherche à transmettre ici, c'est qu'en fait, tout ce qui est dénigrement et médisance s'abandonne d'eux-mêmes au fur et à mesure que la personne se développe et prend confiance en elle. Quand tout ceci se développe, la médisance et le dénigrement n'ont plus de sens. Et c'est une chose dont on parle peu. On se contente de dire qu'il ne faut pas critiquer, c'est pas bien, nanana. Mais non, c'est bien plus profond que ça. C'est bien plus conscient et plus intelligent que ça. Et non, ça peut pas arriver du jour au lendemain. On ne doit pas se bloquer ou s'interdire la mauvaise critique. On ne doit juste plus en ressentir le besoin. Ça ne doit pas passer de force, ça doit être naturel. Vous comprenez ? Et justement, en parlant de critique, c'est maintenant que nous allons remettre les pendules à l'heure concernant l'esprit critique, justement. Et les amalgames tant qu'on y est. Quand on dit « il ne faut pas critiquer, c'est pas bien, gna 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 », faux ! Il faut critiquer. Il faut avoir un avis sur les choses. Cependant, il faut essayer d'avoir un avis juste et pertinent. Et c'est cela que l'on va voir maintenant. Le jugement, mes bons amis, est la forme d'agressivité verbale la plus répandue. Un jugement est toujours subjectif, toujours partial, toujours réducteur, toujours tendancieux. Il n'énonce pas les faits précis, mais affirme juste une opinion relative à celui qui l'exprime. Ça, c'est le psychiatre Christophe Massin qui nous l'explique dans ses travaux. Un incapable, pour Jean-Louis, n'aura pas la même définition pour Jean-Michel. À travers leurs définitions respectives, j'en apprendrai plus sur qui est Jean-Michel et qui est Jean-Louis, plus que sur l'incapable en question. C'est également vrai pour les jugements positifs. Si je dis qu'Élie est merveilleux ou que Jérémie est merveilleux, c'est qu'il se conforme particulièrement bien à mes attentes ou à mon idéal. Mon jugement me reflète. Quand vous voyez quelqu'un qui juge, vous en apprenez plus sur lui que sur la personne jugée. Vous voyez ce que je veux dire ? En revanche, un constat est dénué de coloration affective. Un constat se base sur des faits, des actes, des comportements.
Et ce constat peut être mesuré sur une échelle de valeurs décidée par un groupe de personnes, et non par une seule personne. Est-ce que je suis claire ? J'ai un exemple très opportun pour cela. Il y a 2 jours, mon mari s'est rendu compte qu'on avait volé du matériel sur son lieu de travail. Du matériel cher dont les travailleurs ont besoin. Ce matériel a été retrouvé en piteux état dans le village voisin le lendemain. Mais sur le lieu de travail de mon mari, il y a des caméras. Et on voit la personne partir avec ce matériel à 2h du matin. Donc là, ils sont en train de l'identifier, cette personne, etc. Mais vous voyez, là, je peux dire que cet homme est un gros con. Un gros con de voleur. C'est une analyse. On penserait que je juge, mais pour le coup, tout le monde s'accorde à dire que c'est un gros con. De voleur. Pardonnez mon langage, mais vraiment, voilà. Et donc, nous avons assez d'éléments pour dire que cette personne n'est pas dans le besoin. Parce que la catégorie de personnes travaillant sur cet événement, qui est identifiée par un bracelet que porte ce voleur donc sur la caméra, n'est pas dans le besoin, on le sait. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand bien même il y aurait une excuse, on ne vole pas ce genre de matériel. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Bref, vous voyez ce que je veux dire ? Un autre exemple que j'ai aussi, et qui est très drôle, c'est TripAdvisor. Alors, si vous voulez les plus gros amalgames entre jugement et analyse, c'est sur TripAdvisor qu'il faut aller. Donc, un beau jour, nous sommes allés dans un restaurant à Lille et nous avons passé un moment vraiment inadmissible. On ne nous a salués qu'au bout de 15 minutes, alors qu'on n'arrêtait pas de passer devant nous. Ils nous ont installés dans un endroit pitoyable. Quand on a voulu partir, on nous a menacé de garder une empreinte de l'ordre de 120 €, je crois. Et comme on nous avait invités, on ne voulait pas faire ça à la personne qui nous avait invités, vous voyez. La patronne nous a très mal parlé. Et elle a pris en excuse ses problèmes personnels, il n'y a rien qui allait. Enfin, il y a eu plein de choses pendant le repas, une vraie catastrophe. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs et de manque de considération pour que la maladresse soit pardonnée. C'était une véritable insulte. Et le lendemain, mon mari a laissé donc un commentaire sur ce restaurant sur Internet. Mais il a fait quelque chose d'extra, selon moi. Il n'a jamais dit que nous avions passé un mauvais moment ou quoi que ce soit, pas du tout. Il a purement et simplement relaté tous les faits, un à un, et dénué de jugement, en fait. Il a mis l'heure à laquelle nous étions arrivés, l'heure à laquelle nous avions eu un premier bonsoir, l'endroit où nous étions installés, les propos exacts de la gérante, le refus de remboursement de l'empreinte, etc., et tout ce qui s'en est suivi dans la soirée. En fait, il a laissé les faits au bon jugement des prochains clients. Il a laissé les faits au bon jugement des prochains lecteurs de ce commentaire. Et voilà le secret pour briser les genoux de la réputation de quelqu'un. Est-ce que je m'en réjouis ? Un peu. Quoique. Bon, en fait, on manque pas de considération envers les gens. Je me réjouis pas de briser la réputation de quelqu'un. D'ailleurs, ça ne lui a pas brisé la réputation, ce n'est pas vrai. Par contre, peut-être que ça les a remis un peu à leur place. Un commerçant a beaucoup de droits, mais il a aussi beaucoup de devoirs. Et c'est le cas aussi pour le client. C'est réciproque. Peut-être que c'était une mauvaise journée pour eux. Peut-être que la patronne avait effectivement beaucoup de problèmes personnels. Oui, peut-être. Mais ça n'excuse pas autant de condescendance et de dédain. Être responsable, c'est prendre sur soi. Et prendre sur soi, c'est tout sauf ça. Tout ça pour vous parler de la différence entre un jugement et une analyse. Deuxième point sur le jugement, le premier étant que le jugement est partial, tendancieux et subjectif, c'est sur le jugement en frontal. Quelqu'un qui vous juge frontalement. Quelqu'un qui vous juge frontalement sous-entend que c'est pour votre bien et qu'il veut, en gros, vous mettre sur le droit chemin, à moins que ce soit un ennemi avéré qui vient en frontal pour... voilà. Mais sinon, c'est toujours un peu subtil. Alors, pour quelqu'un qui prétend vous mettre sur le droit chemin, premièrement, c'est faux. D'accord, ceci peut provoquer un sursaut, mais l'expérience montre qu'il ne durera pas et qu'une poursuite des attaques, ça décourage, en fait. Ça referme la personne sur elle-même et ça sape sa confiance en elle. Donc il n'y a pas de « je fais ça pour ton bien », ok ? Ça n'existe pas. Première chose. Deuxième chose, c'est là qu'on vous dit que « ah, mais il n'y a que la vérité qui blesse ». Faux, 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 faux. C'est faux. Il n'y a que ce qui est blessant qui blesse. La vérité, ça dérange, ça questionne, mais ça n'agresse pas. La vérité, comme nous le disions dans l'émission sur l'élégance verbale, peut être dite avec tact.
avec douceur, avec diplomatie. La personne ne le fait pas. Si elle ne le fait pas, c'est parce que soit elle n'en est pas capable, et je suis désolée pour elle qu'elle soit si faible d'esprit, soit elle a la volonté de blesser. Point barre. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est bon pour vous? Alors, sur ce si bon départ, voyons maintenant comment nous protéger et nous défendre par rapport à tout cela. Parce que vous qui m'écoutez, savez à présent pourquoi et comment ne pas médire. Mais finalement, les autres vont continuer de le faire. Et vous savez déjà comment réagir élégamment devant quelqu'un qui juge quelqu'un d'autre. Mais qu'en est-il quand ça vous est directement adressé? Premièrement, vous savez ce que vous valez et comprenez que le jugement d'autrui est partial et subjectif. Faites déjà la différence entre quelqu'un qui critique votre personne ou quelqu'un qui critique votre comportement. Si on parle de votre comportement, vous pouvez dénier l'analyser. Et encore, nous approfondirons juste après. Si on parle de votre personne, c'est poubelle. Personne n'est apte à juger votre personne dans son entièreté. Pas même votre conjoint, pas même votre mère. Si la critique porte sur votre comportement, décelez si elle est hostile ou amicale. Si elle est hostile, poubelle. Ne salissez pas votre considération avec ce genre de remarques. Tout cela avant même de réfléchir au contenu de la remarque, d'accord ? Quoi qu'il en soit, si vous commencez à réfléchir au contenu, vous vous laissez empoisonner. Quoi qu'il en soit. Alors, à l'image d'un produit toxique qui arrive dans votre bouche, vous le recrachez et vous ne le goûtez pas. Vous ne l'analysez pas. Voir que c'est agressif, que cela vise à vous faire du mal, suffit pour que vous compreniez la nécessité de le rejeter. Si Jean-Louis vous a traité d'égoïste, vous allez le garder pour vous, peut-être durablement, et ça va vous influencer. Ça va influencer votre comportement et ensuite votre comportement sera interprété par lui à travers ce prisme. Donc on le rejette, vous comprenez ? On le rejette, point barre. Sachez qu'un jugement clôt le débat, tant pour celui qui l'émet que pour celui qui le reçoit. Un jugement se veut sans appel, ça rejette le débat, c'est une arme de combat. Quand on catalogue quelqu'un, on ne change pas facilement d'opinion derrière, ça fixe les choses en fait. Et en prétendant définir, on enferme en fait. On enferme et on interdit une évolution. Les conséquences d'un jugement se révèlent désastreuses. C'est anti-pédagogique en fait, c'est pas constructif. Le jugement, ça ferme la porte à la connaissance. C'est terriblement grave, vous voyez ? Celui qui émet le jugement ne réalise pas qu'il parle bien plus de lui que de vous. Il vous en veut. Il vous en veut de quelque chose. Voilà l'information que vous devez entendre, tout simplement. Et voilà l'émotion latente, point barre. Ça, c'était l'état d'esprit. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, l'élégance d'esprit veut que l'on n'alimente pas cette abomination. Si vous êtes dans une violente dispute, faites tout pour la stopper. Déjà, elle n'aurait pas dû arriver. Et souvenez-vous, celui qui remporte un conflit n'est pas celui qui a raison. Parce que tout est relatif. Mais celui qui remporte le conflit, c'est bien celui qui s'en remet le plus vite émotionnellement. Mais si c'est plus subtil comme « Oh, ce maquillage te met pas en valeur. Oh, ta barbe gagnerait à être taillée de cette façon, nanana. » Et donc, une autre façon de lui dire qu'il aille mourir, c'est le silence. Dans le sens où vous savez ce que vous valez. La remarque en soi ne vous fait rien. Alors, jouez un peu. Moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est de froncer imperceptiblement mes sourcils et en une fraction de seconde et juste ne rien dire. Parce que la personne s'attend à une réaction de votre part. C'est une dynamique relationnelle, ça, vous voyez ? Mais moi, je la brise, cette dynamique. Je ne rentrerai pas dans une dynamique qui vise à m'agresser. Et là, quand j'ai froncé un peu les sourcils, style de rien, juste pour qu'elle le perçoive, et qu'en fait, elle l'a perçu, le malaise s'installe. Donc là, généralement, la personne, elle s'emballe. Soit elle se justifie à coup de « Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas vraiment ça, mais oui, ok, tais-toi. » Ou alors, elle cherche à vous forcer, à vous rabaisser vous-même, à coup de « Non, mais t'es pas d'accord avec moi sur ce coup-là ?» Vous voyez ? Et là, une fois de plus, on brise la dynamique en lui disant « Ah non, je suis pas d'accord. Mais bon, chacun son bon jugement. Hein. » Et là, double malaise. Oui, l'élégance veut qu'on mette à l'aise. Mais dans le cas où d'autres essaient de nous déstabiliser comme ça, on veut pas trop rester sans réponse. Vous voyez ? On veut du respect, en fait. Et en faisant ça, on ne dit pas respecte-moi. On dit plutôt respecte-toi, très cher. Vous voyez l'idée ?
Si vous voulez que d'autres arrêtent de vous envoyer des pics, il faut arrêter de nourrir ces pics et ils mourront d'eux-mêmes. S'énerver, c'est les nourrir. Y rire, même jaune, c'est les nourrir. Se défendre avec colère, c'est les nourrir. Faire style de rien, faire comme si de rien n'était, c'est les nourrir. Parce que l'autre se dit « Ah bon, il réagit pas, donc on peut y aller avec lui. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ne pas les nourrir, ces pics, c'est interroger leur pertinence. Faire comprendre subtilement à l'autre que ce qu'il fait n'est pas pertinent. Froncer les sourcils imperceptiblement, c'est de cet ordre. Le mettre en position de « Hein ? Mais pourquoi ? Enfin, dans quel but tu fais ça ? Je comprends pas. » Vous savez, faire un peu le naïf. Et pourquoi tu cherches à faire ça ? Quel est l'intérêt ? Quel est le rapport, en fait ? Oui, ça peut froisser l'autre, mais c'est son problème. Vous n'avez attaqué personne. Vous voyez ? Vous. Ne pas les nourrir, ces pics, c'est faire comprendre à l'autre, en fait, que c'est pas pertinent, c'est ça le truc. Et faire comprendre à l'autre que c'est pas pertinent va le froisser. Certainement. Et encore plus, si vous ne vous énervez pas, parce que justement, vous ne nourrissez pas ce qu'il fait. À différents degrés, évidemment, mais ça va se froisser. C'est comme ça. Pourquoi ça va le froisser ? Parce que le message en dessous de ça, c'est clairement « Mais pourquoi tu fais ça ? T'es con ou quoi ?» En gros, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que ça froisse. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est pas vous qui n'êtes pas au clair avec vous-même, c'est l'autre. Vous brisez la dynamique qui cherche à vous attaquer, ni plus ni moins. Donc, trouvez un moyen de l'interroger sur la pertinence de ses propos. Moi, je le fais avec mes sourcils, mais vous, trouvez tout ce que vous voulez. Vous allez voir, ça marche à chaque fois. En fait, simplement, ne rentrez pas dans ces jeux de « tu me donnes un coup, je t'en rends un, tu m'en redonnes un, je vais te le rendre, blablabla ». Non, ça sert à rien. Vous avez d'autres choses à faire, franchement. Vous avez un empire d'élégance à construire, à bâtir. Vous avez des gens à aimer, vous avez un corps à chérir, vous avez un esprit à chérir. Quelqu'un veut vous nuire ? Ne le laissez pas faire, en fait. Et en ce sens, ne le remettez pas dans le droit chemin. Il est responsable de lui-même. Et il le fera un jour s'il daigne sortir de sa faiblesse d'esprit. Vous n'en êtes pas responsable. Ne pas se laisser faire, se défendre, ce n'est pas attaquer l'autre. C'est construire un esprit solide, le protéger des attaques, et continuer de grandir sans se préoccuper des cailloux sur le chemin. Oui, ça va froisser. Vous allez toucher à l'image que l'autre a de lui-même. Mais qu'importe. Vous n'avez pas demandé à ce qu'on vienne vous emmerder. Vous comprenez ? Ça ne vous empêche pas d'être gentil. Vous ne vous laissez pas faire. Nuance. Ce sont deux choses différentes. Gardez bien à l'esprit que les attaques de la sorte sur les autres peuvent provoquer un sursaut, comme je disais tout à l'heure, peut-être, oui. Mais ça ne dure pas. Poursuivre des attaques sur quelqu'un, ça le décourage, ça le referme sur lui-même et ça sape sa confiance en lui. Et il est hors de question que ceci vous atteigne, d'accord ? Vous prenez soin de vous, vous vous développez. Ce n'est pas pour qu'on vienne vous saper, qu'on vienne saper votre travail, c'est clair. Attaquer quelqu'un frontalement, que ce soit violent ou subtil, n'amènera jamais rien de bon, jamais. Et on peut vous donner toutes les excuses du monde, c'est faux. Ce n'est pas de la franchise, ce n'est pas je ne sais quelle bienveillance masquée, c'est prenez soin de vous. Je veux pas qu'on vous fasse du mal, vous, mes auditeurs adorés. Je souhaite que vous vous développiez, que vous grandissiez et que vous vous protégiez. Que vous restiez ouverts et curieux, mais toujours dans le courage et la bienveillance. Et que vous soyez responsables. Écoutez mes propos. Ne vous laissez pas faire, certes, mais n'attaquez pas non plus. Comprenez que les attaques répétées découragent, sapent la confiance. Alors ne le faites pas non plus. Si vous avez tendance à faire ça, questionnez-vous et soyez honnête avec vous-même. Personne n'est parfait et je suis certaine que personne dans sa vie n'a jamais, a toujours été parfait et responsable. Je pense qu'on est tous un peu passés par une phase probablement un peu rebelle, un peu blessante pour les autres parfois, consciente ou inconsciente. Mais questionnez-vous aussi sur vous-même, c'est très très important. N'attaquez pas les autres. Vraiment, ça n'a aucun sens de faire ça. Vraiment. Soyez droit, soyez respectueux, soyez respectable et soyez respectés. Soyez élégants, soyons élégants, mes bons amis. Quelle était notre douce équation aujourd'hui ?
Comment développer son discernement sur la médisance au point de devenir exact et juste dans toutes ses conversations, tout en étant émotionnellement agile si l'envie venait aux autres de nous taquiner ou même de nous blesser? Je crois bien qu'elle est entièrement résolue. Nous avons parlé de l'état d'esprit nécessaire qui engendre un comportement élégant face aux médisances. Nous avons discerné le mauvais jugement de la bonne critique. Nous avons développé notre discernement, notre jugement, et nous nous sommes apaisés émotionnellement. Nous avons compris comment nous protéger et surtout, nous avons compris ce qui est de notre responsabilité ou pas. Quel moment agréable passé ensemble, une fois de plus. Je vous souhaite le meilleur dans votre cheminement vers l'élégance et vous embrasse bien fort en attendant une nouvelle émission la semaine prochaine. À bientôt!